Pas mal. Salut à tous! La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur le matériel que j'utilisais en vidéo. Alors pas tout, parce qu'il y avait des choses lourdes comme par exemple mon gimbal, mon stabilisateur pour réflexe qui est quand même très lourd, donc du coup je l'utilise rarement, plutôt dans le domaine professionnel. Mais voilà, je vous ai montré une petite partie de tout le matériel que j'utilisais et aujourd'hui j'avais envie de commencer une nouvelle série sur les caractéristiques spécifiques des boîtiers, du drone, etc. Du matériel que j'utilise en général. Alors moi, l'une des caractéristiques que je regarde, pas avant tout, mais dans les premières caractéristiques que je regarde, c'est tout d'abord la plage d'ISO disponible. Donc on va prendre l'exemple de mon Canon, donc le 77D, lui il a une plage d'ISO qui est entre 100 et 25 000. Ce qui veut dire que dans les basses lumières, je vais pouvoir augmenter mes ISO jusqu'à 25 000 pour avoir en fait une image qui soit visible, qui soit exploitable. Le désavantage de ça, en fait, c'est que plus on va monter haut dans les ISO et plus notre image aura du grain. Et donc du coup, si jamais j'utilise mon boîtier avec les ISO maximum, donc 25 000, je vais avoir du grain sur l'image et globalement, ça ne sera pas très exploitable, pas très joli. Donc du coup, on sait que sur cette plage-là, je vais pouvoir l'utiliser jusqu'à 3002 voire 6004, vraiment la limite. Et je vais avoir une image qui sera relativement bonne. Il y a des caméras comme par exemple le Sony A7S II qui lui a une plage d'ISO de 50 à 400 000. Donc évidemment, il ne pourra pas vraiment monter à 400 000. Quand on l'utilise, ça va être très dur de le mettre à 400 000 au maximum parce que il n'y aura pas de miracle non plus. On aura quand même une image qui sera pas forcément très bonne. Mais globalement, si on monte à 100 000 déjà, on va avoir beaucoup plus de possibilités qu'avec par exemple mon boîtier. Donc ça fait partie des caractéristiques qui sont très importantes pour moi dans le choix d'une caméra. Donc si un jour vous voulez changer de caméra ou vous cherchez à acheter une caméra, ça fait partie des points qui sont relativement importants pour moi, je trouve. La deuxième caractéristique, c'est le nombre de pixels. Alors c'est pas très important, on va avoir des boîtiers qui vont avoir 10 millions de pixels, d'autres 24, donc c'est le cas de mon 77D de chez Canon, et d'autres caméras comme par exemple le Sony A7R III qui lui a un nombre de pixels de 42 millions. Concrètement, à quoi ça sert? Je trouve que ça va plus ou moins servir dans la photo, donc on va pouvoir agrandir l'image, faire des très grands développements de grande taille sans perdre vraiment en qualité. Pour la vidéo, ça va aussi servir à avoir une meilleure qualité étant donné qu'on aura beaucoup plus de pixels. Mais pour moi, c'est pas vraiment un point très important parce que plus on va avoir de pixels, alors c'est pas vrai tout le temps, mais globalement c'est une règle qui est relativement vraie. Plus on va avoir de pixels et plus notre capteur sera mauvais dans les basses luminosités. Étant donné que les photosites, donc ce qui compose le capteur en fait du boîtier, vont être beaucoup plus petits, étant donné qu'il va falloir en mettre beaucoup plus sur une taille réduite en fait. Et donc du coup, s'ils sont plus petits, ça veut dire qu'ils vont recevoir moins de lumière et donc ils seront moins bons dans les basses lumières. C'est pour ça que le GH5S de chez Panasonic, qui est on va dire une version numéro 2 du GH5, qui est un très très bon boîtier, a que 10 millions de pixels contre 24 il me semble pour le GH5. Mais par contre, les photosites vont être du coup beaucoup plus grands, ce qui permet en fait d'avoir une meilleure on va dire capacité dans les basses lumières, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé la version S pour sensibilité, étant donné que la plage d'ISO va être aussi beaucoup plus élevée. Donc une des caractéristiques aussi à laquelle je prête beaucoup attention, c'est la taille du capteur. Est-ce que ça va être un plein format, un micro 4/3 ou un APS-C? Je vais vous montrer en image les différences que ça comporte en fait, donc la taille du capteur par rapport les uns aux autres. Donc à savoir du coup que les petits capteurs comme les micro 4/3 seront quand même beaucoup moins chers que les capteurs APS-C ou bien que les capteurs plein format, parce que les capteurs plein format globalement c'est un peu la Rolls-Royce des boîtiers on va dire, et donc c'est généralement dans les boîtiers haut de gamme qu'il y a des capteurs plein format. Donc on va dire que l'avantage ça va être le prix pour les petits formats. Pour les grands formats ça va être une meilleure captation de la lumière, ce qui veut dire que globalement ces boîtiers là seront bien meilleurs en basse luminosité. À ça, il y a aussi un autre désavantage, c'est que quand on va choisir notre objectif, on va avoir un crop factor. Le crop factor, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un quotient multiplicateur qu'on va ajouter à notre objectif. Je m'explique. J'ai un capteur plein format sur, on va dire, un appareil réflexe, qu'importe. Si j'achète un 50 mm, quand je vais mettre ce 50 mm sur mon plein format, je vais avoir une focale de 50 mm. Si jamais je mets ce 50 mm là sur un capteur APS-C, je vais devoir appliquer un crop factor de 1,5 ou alors 1,6 chez Canon. Et donc ce qui veut dire que si jamais je mets ce 50 mm sur mon Canon par exemple, je vais plus avoir un 50 mm finalement, je vais avoir l'équivalent d'un 80 mm.
Donc pour vous montrer en image, là globalement j'ai simulé, on va dire, l'image d'un 50 mm sur un plein format. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Maintenant si jamais je mets cette même focale sur un capteur APS-C, ça donne à peu près ça. Et pourtant j'ai juste un capteur qui est plus petit et la même, on va dire le même objectif. Mais voilà du coup la différence qui se passe, le crop factor, ce que ça implique. Et du coup quand on utilise ce 50 mm là sur un capteur micro 4 tiers, et bien le crop factor il n'est pas de 1,5 ou 1,6, il est de 2, ce qui veut dire qu'un 50 mm aura l'équivalent d'un 100 mm finalement, donc vous voyez à peu près le rapport. Un autre point très important que moi je regarde pour acheter une caméra ou pour changer de caméra, c'est en quel format va pouvoir filmer cette caméra là. Est-ce que ça va être du 4K, du Full HD? Est-ce que ça va pouvoir filmer en 60 images par seconde, en 120 images par seconde? Tout ça, c'est des détails qu'au début, on ne maîtrise pas trop, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais ça reste très important, mais ça dépend surtout de ce qu'on veut faire avec notre caméra. Est-ce qu'on veut faire du fast cam comme ça, parler avec notre caméra, pour faire des vidéos sur YouTube par exemple, ou est-ce qu'on a vraiment envie de faire des belles images et donc du coup, le choix de ce mode vidéo-là va être plus ou moins important. Par exemple, le 4K, on va avoir une image qui va avoir beaucoup plus de détails qu'une vidéo en Full HD. Il y aura beaucoup moins de détails, mais globalement, encore une fois, si c'est pour poster sur YouTube, c'est pas trop important. Par contre, si on veut faire une vidéo dans le domaine professionnel, c'est bien d'avoir du 4K, même si derrière, on l'a fourni en Full HD. Le fait de rétrécir toute notre image en Full HD, parce que le 4K est 4 fois plus gros que le Full HD, le fait de le rétrécir, c'est comme si ça compressait un peu l'image, et donc du coup, on va quand même avoir beaucoup plus de détails sur une image qui est en 4K compressée en Full HD que sur une image qui est directement en Full HD en fait. En 30 images par seconde, on va pas vraiment pouvoir faire de ralenti. 60 images par seconde, on commence à pouvoir en faire quelques-uns, ça va être très léger, mais ça peut passer. Et dès l'instant qu'on augmente à 100, 120, 240 images par seconde, là on commence à vraiment faire des très très beaux ralentis. Donc c'est vraiment des caractéristiques à regarder aussi sur le choix d'un boîtier, parce que ça va aussi être déterminant par la suite en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc si on s'arrête ici, on peut remarquer que les téléphones de dernière génération permettent de filmer en Full HD 240 images par seconde, voire même en 4K 60 images par seconde. Et ça c'est génial parce que pour pouvoir faire ça avec une caméra, il faut dépenser beaucoup d'argent, c'est minimum 2000 € à peu près. Et donc du coup, où est la limite entre utiliser un téléphone ou plutôt une caméra? Avec une caméra réflexe, vous allez avoir la possibilité de filmer dans les basses lumières et de meilleure qualité qu'avec un téléphone. Votre montée en ISO sera toujours plus haute avec un réflexe qu'avec votre téléphone. Et globalement, étant donné que vous avez un capteur qui sera forcément plus petit sur un smartphone, les conditions d'enregistrement dans les basses lumières seront toujours moins bonnes qu'avec une caméra réflexe. Donc le deuxième inconvénient aussi des téléphones, c'est que vous n'allez pas pouvoir changer de lentille. Sur un réflexe, vous allez pouvoir acheter des lentilles plus ou moins différentes, des zooms, des fixes, des grandes ouvertures, des petites ouvertures, alors qu'un smartphone, globalement, vous avez une lentille et elle restera la même quoi que vous fassiez. Il y a certaines exceptions comme par exemple le Samsung S9 qui lui vous permet d'avoir une ouverture à 2,4 ou à 1,5. Mais globalement c'est la seule chose qui existe sur le marché et c'est pas assez pour faire une différence notable sur l'image. Et alors le point le plus important entre les caméras et les smartphones, la différence la plus flagrante, c'est le bitrate. Alors le bitrate, pour faire simple, globalement c'est la quantité d'informations que va enregistrer votre caméra, que ce soit votre smartphone ou votre réflexe. Quand on commence la vidéo, qu'on commence à filmer, on se dit juste, c'est soit j'achète une caméra qui filme en 4K, soit j'utilise mon téléphone qui filme en 4K. Globalement, j'aurai la même image, je ne vais pas investir dans une caméra, je vais utiliser mon téléphone quoi qu'il arrive. Alors c'est une bonne chose si vous débutez, comme ça vous allez pouvoir voir si vraiment le monde de la vidéo ça vous plaît, faire des montages, etc. Mais ce n'est pas forcément vrai parce que le bitrate sera complètement différent. En gros, sur un smartphone, le bitrate sera inférieur que sur une caméra réflexe. J'ai un très bon téléphone, j'ai une caméra qui est milieu de gamme amateur et pourtant la différence de bitrate est énorme. Quand je filme en Full HD à 60 images par seconde, j'ai un bitrate qui approche les 70 mégabits par seconde. Quand j'utilise mon téléphone à ce même format-là, donc le Full HD 60 images par seconde, j'ai un bitrate qui ne dépasse pas le 28 mégabits par seconde. Ce qui veut dire que je vais avoir presque 2 fois moins d'informations sur mon image lorsque je vais faire un enregistrement vidéo. Et donc ça, c'est vraiment une différence qui est très importante. Pourquoi utiliser un réflexe plutôt qu'un smartphone? C'est pas l'une des principales raisons, mais en tout cas, ça joue énormément. La différence de débit entre l'un et l'autre est flagrante.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider pour l'achat d'un matériel par exemple, mais surtout gardez en tête que si vous commencez la vidéo, utilisez votre téléphone, utilisez la caméra que vous avez à disposition et donc par la suite, si réellement ça vous plaît et que vous voulez persister à faire des choses, et bien là, à ce moment-là, vous allez pouvoir investir dans du matériel. Mais au début, n'investissez pas dans une caméra, utilisez votre téléphone qui a, on va dire, un capteur qui est relativement bon, du moins il vous permet de filmer et c'est tout ce que vous avez besoin pour commencer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, tout ça, ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir surtout. Et je vais préparer une vidéo sur un autre thème, donc si jamais vous avez une préférence, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Salut!